Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Jacques Séguéla. Bonjour. Mais quel bonheur, quel honneur. Quelle gentillesse de dire ça, merci. Alors avec des parents et des grands-parents médecins, vous étiez promis à une carrière dans le milieu médical. Mais à 23 ans, et vous avez fait des études de pharmacien, mais à 23 ans, vous décidez de faire le tour du monde en 2 chevaux et votre vie change. Vous découvrez que votre avenir se trouve dans le domaine de la créativité et vous vous passionnez pour la publicité. On connaît la suite. Vous devenez une figure emblématique du marketing publicitaire et politique avec plus de 1500 campagnes de publicité à votre actif et 20 campagnes présidentielles, dont celle de François Mitterrand et aussi de Lionel Jospin. Arrête, ça fait chronique mortuaire. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a encore un avenir. Et quand vous faites le bilan de votre parcours, Jacques Séguéla, vous dites que vous avez réussi votre vie de fils de pub ? Oui, Hein ? oui. Moi déjà, j'ai un principe de vie qui est de ne pas avoir de regrets. Ouais. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. Mes rêves, c'est la pub. Et fatalement, je suis comblé. Alors, fatalement, vous êtes comblé. Un mot sur votre parcours, Jacques Séguéla, d'homme comblé. Comment on passe du métier de pharmacien à celui de publicitaire ? Par le hasard des choses. Mon père était radiologue, c'était un petit peu le savant, c'était les débuts du cancer, et la radiologie sauvait les cancers, donc c'était le savant du pays. Et moi, j'étais un cancre total. Parce que quand même, pharmacie, c'est pas rien. Hein ? Oui, mais pour les bacs, j'ai quand même mis 4 fois à passer mes bacs. C'était désespéré. C'est là où mon père m'a dit, écoute, tu peux pas comme mais parce qu'à l'époque, il y avait 2 bacs. Hein. Oui, il y avait 2 bacs, oui. Mon père m'a dit, j'aurais rêvé que tu sois pharmacien, que tu sois chirurgien, mais écoute, je pense que tu n'as pas ce niveau-là. Et c'était un peu méchant pour les pharmaciens. Il m'a dit, mais fais pharmacie, c'est un métier formidable qui te correspond. Il se trompait, parce que moi, je été passionné par la pharmacie. Et je me suis tellement jeté là-dedans, de bonheur, de la botanique, de tout ce que je découvrais, etc., de la chimie, que j'ai été major. Et mon père, pour me remercier, incrédule, il est allé voir le recteur en disant « Tu vous trompez, c'est pas possible que mon fils, qui a 4 fois passé ses bacs, puisse être major. » Il dit « Mais écoutez, si, voilà. » Et c'est comme ça qu'il m'a offert une 2 chevaux pour me remercier. Et alors là, et c'est la 2 chevaux qui va me faire, tu vois ici, cette petite chose, c'est Citroën, parce que depuis 60 ans, j'ai la chance de mener la campagne Citroën. On va parler d'une campagne Citroën qui a marqué les gens. Lorsque vous faites un saut en arrière, Jacques Séguéla, et que vous regardez l'agence RSCG, que vous avez fondée en 1970, quelle comparaison vous faites aujourd'hui avec le Havas actuel, 6e groupe mondial de communication avec lequel elle a fusionné en 89 ? Écoute, c'est drôle parce que hier soir, on avait notre dîner habituel avec Roux, Cahuzac, et là, Godard n'est plus là, et Séguéla. Chez Cahuzac, c'est un tour de rôle. RSCG, oui. Et RSCG, et on se remémorait tout ça. Moi, j'ai eu une chance folle, car je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai été mené par le bout du nez de mon destin. Et je me suis toujours retrouvé là où il ne fallait pas quand il fallait, et là où il fallait quand il ne fallait pas. C'est ça qui m'a conduit. J'ai eu l'incroyable chance d'arriver dans les moments de gloire de la publicité qui débarquait, parce qu'elle débarquait sur les écrans. Parce que c'était la première fois qu'on voyait des spots. On en parlait, etc. On envoyait. Donc il fallait être créateur quand même. Créateur et créatif. Il fallait être créatif. Et deuxièmement, c'était le moment où les grands patrons découvraient aussi la publicité et le pouvoir de la publicité qui faisait les marques. Et donc, c'est eux-mêmes qui choisissaient leur partenaire, c'est eux-mêmes qui dirigeaient la publicité. D'ailleurs, il y a un rapport entre pharmacien et publicitaire ? Non. Non ? Si, il y a un rapport où la pharmacie m'a donné quand même une culture déjà plus technologique, plus chimique, qui correspond un peu à l'époque. Et deuxièmement, il y a les valeurs simples et populaires. Le pharmacien, c'est le docteur Bobo. Surtout à l'époque, on faisait 50% des magasins, des médicaments étaient faits à la main parce qu'ils étaient moins chers. Moi, j'étais dans une pharmacie de pauvres. Donc, on m'avait appris à faire les médicaments, à faire l'aspirine. Vous saurez les faire aujourd'hui ?
Oh, je vais tout oublier. Ah. Sauf la formule de l'aspirine. C'est quoi? Sauf la formule de l'aspirine. Oui, mais c'est quoi la formule? Acétylsalicylique. Ah, ouais. Alors, d'ailleurs, vous êtes resté conseiller d'Havas. Et Havas, c'est quoi? C'est la réussite d'un homme, d'un groupe, d'une vision ou d'un modèle? Havas, c'est la réussite de 2 hommes. Le premier, Vincent Bolloré, qui a cru... Et qui est venu après. Qui a cru en nous, qui a cru en la publicité, qui a cru en l'information, qui a cru dans les médias. Mmh. Et quand il a gagné la compétition, quand il a racheté l'agence, il m'a dit, mais venez me voir. Et moi, j'avais compris, parce que c'est ce que m'avait mis le président à l'époque d'Havas, de Pouzillac, qu'il faisait un coup, comme à son habitude, car il nous avait déjà prévendu au numéro 1 mondial, qui était Sir Sorel, moi je l'appelais Sir Dollar, qui était la grande agence anglo-saxonne. Et donc je lui ai dit, mais moi j'avais 72 ans, je lui ai dit, on s'est tutoyé tout de suite, moi je viens d'apporter ma démission parce que j'ai 72 ans, j'arrête. Moi, je consacrais ma vie à développer la créativité française. Je ne vais pas me mettre au service à 72 ans. Et vous êtes toujours là aujourd'hui. Voilà. Hein. Il m'a dit, mais non, je veux que tu restes pour m'apprendre la publicité. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça va jouer dans la vie? Parce que je veux que mon fils, Yannick, mais il a quel âge? 25 ans, fasse de la publicité et que l'on crée le premier groupe mondial d'advertising et d'advertisement. Alors, publicité, communication, c'est la même chose ou pas? Et c'est quoi votre définition de la publicité? La publicité a été et restera d'avoir une idée. Ouais. Tout change. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas une technologie nouvelle qui s'invente aux 4 coins du monde. Mais sans idée, il n'y a pas de communication. Alors, qu'est-ce qu'une idée? Moi, j'ai cherché désespérément la formule. Et je n'ai trouvé qu'une question. Pose une question simple à un annonceur qui dit « Que devient la neige lorsqu'elle fond ?» Et l'annonceur te répond « De l'eau. » Voilà, une réponse incolore, inodore, sans saveur. Une réponse factuelle. Pas pour moi, pas pour un créatif. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. C'est de la poésie, parce que... oui, mais la publicité, la poésie, tu sais, moi, ce qui m'a dirigé dans ce métier-là, j'ai vu, c'est Prévert d'abord, mais avant Prévert, c'est... oui, c'était avant Prévert. Avant Prévert, c'est Cocteau qui croise Diaghilev à l'opéra et qui dit à Diaghilev, mais quelle est la définition de ton art? Et Diaghilev lui dit, ben écoute, étonne-moi. Ah non, dit ça, dit Cocteau, pas du tout. Ça, c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. Et moi, je dis, elle était au musée Diaghilev, au musée Cocteau. Ça, c'est la définition de ma poésie à moi, de la poésie publicitaire. Et d'ailleurs, ma première campagne sera faite avec, pour moi, le géant des mots, avec Jacques Prévert. Jacques Prévert. Et alors, vous avez dit aussi que la publicité, c'est un acte d'amour. La publicité et tout amour est un acte d'amour, bien sûr. Et moi, tu sais, la seule chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est ma femme. 47 ans de mariage. 5 enfants. On ne s'est jamais disputé. 5 enfants de la même femme. Ouais. Les publicitaires français, ils ont 5 femmes ils ont 5 enfants de 5 femmes différentes. Pas du tout. 5 enfants de la même femme. 5 enfants. Et tous les matins, quand je me réveille, et encore ce matin, ma femme me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. Je dis Cahuzac est passé dans la nuit, m'a replanté des cheveux, comme tu peux voir, c'est pas le cas. Je me précipite devant mon miroir, je vois ma sale gueule de nonagénaire, puisque je fête mes 90 ans, de nonagénaire complètement décrépit. Et je me dis, ta femme est amoureuse, puisque l'amour est aveugle. Et je pars. L'amour est aveugle, vous êtes quand même devenu un monstre sacré. Hein. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et c'est la publicité. Et ma maîtresse, c'est la pub. C'est la pub. Et j'ai 2 amours. Comme l'a si bien chanté. Voilà, si bien chanté. J'ai 2 amours, Paris et... J'ai 2 amours, Paris et... Mince. Et je perds le mot. Ah oui, Paris, c'est 2 amours... j'ai 2 amours, Paris et... Mon pays et Paris. Mon pays et Paris. Mon pays et Paris. Mon pays et Paris. Hein. Mais moi aussi. Voilà. Et vous aussi. Mon pays, mais moi, c'est pareil. Mon pays, la pub. Et la pub.
Et il y a l'innovation aussi, en quoi elle a à voir avec le succès d'une campagne de pub, l'innovation? L'innovation, Ouais. l'innovation, c'est la partie média, c'est la partie technique. C'est là où se passe tout. D'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de bousculer ça et qui va, qui va quand même renverser la vapeur et réinventer la communication. D'ailleurs, à la fois, il faut s'en méfier. De l'intelligence artificielle? Oui, de l'intelligence artificielle. À la fois, il faut s'en méfier. À la fois, il faut jouer avec elle. Moi, je pense qu'il faut opposer à l'intelligence artificielle l'intelligence créative. Celle qui va prendre le meilleur de la qualité extraordinaire de l'intelligence artificielle, qui est de tout nous dire sur tout le monde pour pouvoir mieux les toucher, mieux les approcher, mieux les convaincre. Mais attention, que ça reste une machine, que ça ne devienne pas un cerveau. Dès l'instant où ça devient un cerveau, ce qui est la volonté de l'Attila du numérique qui est Elon Musk, ça devient très différent, ça devient très difficile, très dangereux. C'est là que les gouvernements doivent interdire d'aller plus loin dans les recherches humaines de l'intelligence artificielle. À chacun son intelligence, et c'est quand même celle de l'homme, jusqu'à présent, qui triomphe de toutes les autres. Alors, l'intelligence de l'homme, l'innovation, c'est par exemple votre campagne pour la Citroën GTI sur le porte-avions Clémenceau. Comment on fait? Comment vous avez fait pour pouvoir faire cette pub? Et puis d'ailleurs, combien ça coûte et combien ça rapporte à la marque? Oui, le patron de Citroën de l'époque m'appelle et me dit Séguéla, j'ai une voiture à sortir, elle n'est pas très belle, elle n'est pas très réussie. Citroën était dans des grandes difficultés. C'était Peugeot qui était la maison mère et Citroën était un peu le petit enfant perdu. Il faut que tu me fasses un film pour prouver que ma voiture, qui est une GTI, a un bon moteur. Donc à l'époque, c'est des voitures qui comptaient, les GTI. Oui, aujourd'hui, on n'en veut plus. À l'époque, les voitures sportives, c'était important. Et c'était une des premières abordables. Ouais. Bon, parce que c'était une petite voiture. Et moi, je reviens à l'agence et j'ai dit, écoutez, les enfants, en publicité, il faut prouver. Prouve vite. Donc on va prouver que notre voiture va plus vite. Donc on va l'opposer à ce qui va le plus vite dans le monde. Alors on a dit, bon, un Puma, c'est un animal qui va le plus vite. Oui, bon. On a dit une Formule 1, on dit ben c'est bateau. J'ai dit non, il faut aller plus haut. Un jet. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, un jet, mais on va faire ça où? Faire sur un tarmac, etc. Non. Là où les sonnettes vont vite, sur un porte-avions. Et on dit oui, d'accord, et alors elle va tomber à l'eau. Et alors? Puis il a dit sous-marin. Je téléphone à mon client qui me dit génial, j'achète le film. Courage du client, j'achète le film. Il faut de l'argent aussi pour ça, non? Non, ça n'a rien coûté. Ah oui. C'est le film qui n'a rien coûté. Mais tu vas voir. Parce que je sais qu'il y a tu vas voir la fin de l'histoire. C'est le film en plus qui n'a rien coûté. Ouais. Quelques propillons. Donc, j'envoie un TV producteur à New York, non, à Los Angeles. Je dis, regarde si on peut faire ça dans un studio. Un autre en Russie, parce que j'avais lu que les Russes vendaient à prix cassé leur vieux matériel policier. C'est non, c'est niet. Je dis, il y a un mec qui peut me sauver, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, on était à quelques mois de son élection. Je lui demande rendez-vous, je lui dis président. Enfin, il y a quelques mois de 88. Hein, oui, de 88, oui, de la réélection. Sauvez-moi la peau. Et je lui raconte l'histoire. Il me dit mais c'est que là, vous êtes nul en marketing, vous êtes complètement nul. Ah oui. Les Français achètent des voitures qui roulent, pas des voitures qui coulent. Mais moi, je vais vous montrer que je suis un meilleur publicitaire que vous. Je vais le prendre, votre film, parce que moi, mes porte-avions et mes sous-marins, ils roulent, ils ne coulent pas. Et c'est tellement mieux quand les présidents, avec des sous-marins et des porte-avions, font la pub et pas la guerre. Merci, François. Et ça n'a rien coûté? Ça n'a rien coûté parce que ça a été gratuit. L'armée ne nous a pas fait payer. Ouais. Alors, il y a eu les quelques frais de... Quelques frais, c'est plusieurs millions quand même, non? Non, très peu d'argent. Juste le tournage. Le tournage. Alors, une pub comme ça... C'était un film de 30 secondes. Une pub comme ça. Le tournage, le montage du film. Combien ça rapporte à la marque? Oh, ça rapporte des millions, des dizaines de millions, parce que 40 ans après, on en parle. Et combien ça rapporte à Séguéla? Mais moi, ça ne m'a rien apporté. Ah bon? Rien. Moi, j'étais dans l'agence, voilà. Et à l'agence, ça a dû rapporter. Alors, vous avez déclaré que si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Comprenez-vous que cette réplique soit devenue mythique? On la sort tous les jours. Oui, je suis bien. D'abord, c'est une connerie.
c'est ma plus belle connerie. Et je me souviens que j'avais téléphoné à Canal+, j'avais dit donnez-moi 3 minutes d'antenne, vraiment sauvez-moi à la peau. Ils m'ont reçu tout de suite le soir, je suis arrivé à l'antenne et j'ai dit oui, c'est la plus grande connerie de ma vie. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Vous avez une Rolex, j'étais en train de, j'en ai pas, mais j'étais en train de défendre Nicolas Sarkozy. Je faisais la campagne de Nicolas Sarkozy. Et je disais, c'était à Télématin, je disais aux journalistes, vous lui reprochez d'avoir une Rolex et des Ray-Ban, mais vous avez tous une Rolex et des Ray-Ban. Il y en a un qui a dit, mais le prix. J'ai dit, mais quand un homme, moi je veux dire un homme politique, un homme d'État, à 50 ans ne peut pas se payer une Rolex, il faut qu'il change de métier. Bon, mais un mois après, sur les Champs-Élysées, j'ai 2 petits gosses des banlieues qui viennent me voir, tirent comme ça, et il me montre, il soulève son pull vert, il me montre ici, il avait dessiné à la Pointe-Pique une Rolex. Il me dit, moi, avant 50 ans, j'aurai une Rolex. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé. Parce que finalement, pourquoi ça dure? À la fois parce que c'est un slogan, et que les slogans sont des espèces de balboum-doum de communication, et à la fois parce qu'il y a la France haute qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce petit salopio, etc., virez-moi ce mec, mais tu as la France basse qui dit moi je veux rêver, et ça me fait rêver. C'est comme si j'avais dit oh, ça, je veux une voiture, personne, alors que c'est le prix de 20 Rolex, personne n'aurait rien trouvé à dire. J'ai simplement mal donné mon exemple. Et comme mon métier est la communication, j'aurais pu faire mieux. Une petite tapette. Alors, vous avez conçu des centaines de campagnes publicitaires, ou des milliers même, tout au long de votre carrière. Qu'est-ce qui a été le plus facile à promouvoir? Une marque ou un homme politique? Vous allez peut-être vous dire, un homme politique, c'est aussi une marque. Mais bon. C'est 2 choses différentes. Une marque, c'est la longue distance. C'est le temps long. C'est tous les jours de penser à sa marque, de trouver une idée pour sa marque, et pendant 60 ans. Et j'espère 70. Puisque je veux être le premier publicitaire centenaire en exercice. Donc il me reste... Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Il me reste 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'après 100 ans, on retienne de vous? Rien. Rien? Rien. Que j'ai donné de l'amour et que j'ai reçu beaucoup d'amour. C'est tout? C'est tout. Hein? Bon. Et donc alors, et donc... le plus facile à promouvoir? Le plus facile à promouvoir, c'est un produit. D'abord parce qu'il y en a des quantités, parce qu'on a beaucoup d'expérience, on a peu d'expérience. Des campagnes, c'est maintenant tous les 5 ans, mais c'était tous les 7 ans. Donc on avait très peu d'expérience des grandes campagnes. Deuxièmement, une campagne de produit, c'est une campagne pour l'éternité. Je vais te raconter la plus belle histoire qui me soit arrivée de ma vie. 3 semaines, ou même pas, 2 semaines après qu'il ait été président, François Mitterrand m'appelle directement. Il dit « Allô, Séguéla ?» Je cru que c'était une farce. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein? Oui, non, mais il m'a téléphoné à l'agence. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de portable. Non, je n'avais pas non plus à l'Élysée, les téléphones noirs. Bon, il me téléphone et il me dit « Séguéla, est-ce que vous êtes libre à déjeuner ?» Oui, monsieur le président, j'arrive. Il dit « Écoutez, Séguéla, vous m'avez fait un très beau cadeau parce que vous m'avez offert la campagne. Parce que moi, j'avais voulu que cette campagne soit gratuite. J'étais allé en Angleterre, j'étais allé aux États-Unis voir comment faisaient les anglo-saxons qui avaient 10 ans d'avance sur nous. Et moi, je voulais que mon pays, surtout pour ce qui m'intéresse le plus au monde, mon pays, la France et la démocratie, soit à la hauteur. Et comme je savais qu'il n'avait pas d'argent, je dis, écoute, c'est très simple, moi, elle est gratuite. Donc, vous ne pourrez pas invoquer que ça coûte cher. La force tranquille. Voilà, c'est la force. Et il me dit, à mon tour, je veux vous faire un beau cadeau. Vous êtes très compliqués, vous, les publicitaires. Donc, réfléchissez pendant une semaine, revenez me voir. Je suis allé une semaine après, je dis, monsieur le président, j'ai trouvé. Je veux une journée du Dalai Lama. Mitterrand, mais vous êtes nul, c'est que là, vous êtes fou, mais vous êtes débile. Pensez que j'appuie sur un bouton et que j'ai le Dalai Lama, il est là-bas dans son monastère. Monsieur le président, c'est le Dalai Lama ou rien. Bon. 6 mois plus tard, Marie-Claire Papeguet, la secrétaire de François Mitterrand, que tu as connu, m'appelle et dit, le président a un petit déjeuner un peu différent, un dîner un petit peu différent. Est-ce que tu pourrais être là ce soir? J'arrive avec Sophie, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, siège vide. 5 minutes. Sophie, ma femme. Votre épouse. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Arrive le Dalai Lama. Ouais. Waouh! Et le Dalai Lama, Mitterrand lui dit, c'est le cadeau.
que je voulais faire à mon publicitaire, etc. Il dit, là, mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Je dis, écoutez, moi, avec ma 2 chevaux, j'ai passé 2 mois en Inde quand j'avais 20 ans. J'étais très frappé par l'hindouisme. Par l'hindouisme, on dit que c'est une religion, non, c'est une philosophie, et c'est la philosophie du bonheur. Alors que les guerres de religion sont toutes les philosophies du malheur. Donc je voudrais que vous enseigniez ça aux jeunes étudiants français. Et on a fait ça avec Daniel Mitterrand toute la journée. Bon. Et quand il a commencé sa première petite conférence, son ouverture, il a raconté une histoire qui m'a frappé à vie. Il dit, c'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie et qui lui dit, réfléchis bien et réponds-moi, je vais te poser 3 questions. Première question, quel est l'envers du blanc? Le noir? Non, tu n'as pas réfléchi. Deuxième question, quel est l'envers du jour? Là, le jeune moine réfléchit et dit, la nuit. Bravo, voilà, tu as réfléchi, tu as donné la réponse. Troisième question, mais attention, c'est la plus importante. Quel est l'envers de la vie? La mort. Voilà, et pas du tout. Pas du tout. La naissance. Ah oui. La naissance. Quelle phrase du Dalai Lama. Et je me souviens qu'il a fait ce geste-là avec Mitterrand. Tous les matins, il faut se faire un shoot de renaissance. C'est ça, la vie éternelle. Et puis, je me suis rendu compte que 75% des marques qu'on avait consommées au XXe siècle, j'en avais créé quelques-unes, sont mortes avec le siècle. 75% des marques qu'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. J'ai des équipes qui reviennent de Chine. Il y a 500 marques de voitures en Chine. 500 marques. Il va en rester 50. Donc, mon métier à moi, c'est pas de vendre simplement des voitures et des yaourts. C'est que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, Citroën soit toujours vivant et que Danone soit toujours vivant. La vie, la naissance, la renaissance. Mais je finis le plus important. Ouais. Pour ça, il y a une seule façon d'agir. Quelle est la seule chose que les humains ont inventée et qui est éternelle? C'est l'âme. Mon métier, c'est de donner une âme à nos produits. Et sans le faire exprès, quand j'ai parlé de la force tranquille, j'ai donné une âme à Mitterrand sans très bien savoir ce que je faisais. Derrière, parce que moi, je fais souvent les choses sans comprendre ce que je fais. Avec le clocher derrière, c'est important. Avec le clocher derrière. Toute cette histoire du Dalai Lama était déjà contenue dans ce slogan de la force tranquille. Alors, vous avez eu des succès, des échecs. Quels sont vos plus grands succès? Quels sont vos plus grands échecs, au singulier ou au pluriel? Le plus grand succès... En politique, on va dire. Après, oui, bon, le plus grand succès, on en a parlé, c'est Mitterrand, c'est Citroën, c'est tout le reste. Mais une des campagnes dont je suis le plus fier, qui a été nommée d'ailleurs la meilleure campagne de la fin du siècle dernier, c'était les produits libres. Parce que je reçois un jour le patron de Carrefour et le propriétaire de Carrefour qui me dit, écoutez, on n'arrive pas dans les magasins, ça ne marche pas, il faut qu'on trouve une idée pour casser les prix. On a cassé les prix, mais les gens ne les achètent pas. Réfléchissez. Une semaine après, je reviens, j'ai dit, mais c'est quoi la publicité? Ben, c'est fait pour vendre, c'est fait pour aimer les marques. Vous ne faites pas de publicité. Vous baissez les prix, mais vous ne faites pas de publicité. Il faut le dire. Et moi, je vous ai trouvé une idée. On va lancer les produits libres. Ah, c'est vous qui avez eu ça? Oui, le café, la farine, le yaourt. Et ça a été un succès fou, etc. Et c'est justement l'envers de la publicité qui devient la publicité, puisqu'elle crée une marque à partir de rien. Jospin, vous avez essayé de créer quelque chose à partir de rien? Oui, Jospin, mon plus grand échec, mon cœur saigne encore. Ça aurait été un président formidable, ça a été un grand Premier ministre. Et par devoir, c'est une leçon que tous les politiques devraient tirer. Il n'a pas voulu se sacrifier ses idées et ses convictions à la mode publicitaire et aux campagnes publicitaires. Et c'est pour ça que je n'ai pas réussi à fendre l'armure et le faire passer de l'autre côté du miroir. C'est l'échec de Séguéla ou l'échec de Jospin? C'est l'échec de Séguéla parce que c'était mon métier qui soit meilleur. Et donc ça veut dire que Mitterrand, c'est la victoire de Séguéla? Non. Non? Non. Ah. Tous les journalistes ont dit que j'avais fait élire Mitterrand. Bullshit. C'est lui qui m'a créé petit roi de la publicité. N'oublions jamais ça. Est-ce que c'est une erreur de penser que seules les publicités, pour parler de ce que vous disiez tout à l'heure, sur les prix, vont parvenir à faire la différence? Non. Non. Sauf si tu les nimbes d'une idée. C'est toujours pareil. Un prix, c'est pas une idée. L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent.
Voilà. Et je signe la campagne de Et Carrefour. est-ce qu'on fait de la pub en 2023 comme on la faisait au siècle dernier? Au début de votre Pas du carrière. tout dans les médias qui ont explosé, Ouais. pareillement dans les idées. Mhm. Tous les films de Citroën que j'ai pu faire, que je les mets aujourd'hui à l'écran, ils marchent. D'ailleurs, moi, je suis en train de faire le tour de France pour nos agences médias, où je présente justement ce film-là. Il est applaudi à tout rompre. Là. Mhm. Il a 40 ans. Et alors, comment vous analysez aussi l'évolution des agences de pub? Les agences de pub, elles deviennent des grands groupes Ouais. de Il y a des multicommunication. fusions. Nous, on a la grande chance d'être les fils et les filles de Charles Havas, qui est l'inventeur de la publicité il y a 180 ans. Il a inventé d'abord la presse, l'agence France Presse, qui existe toujours. Hein. Il a inventé ensuite la première agence média, Havas Média, qui est chez nous, au premier étage de notre building. Et puis son fils a inventé avec lui la première agence de publicité. Mais lui, ce qu'il avait compris, c'est que l'info était le pouvoir du monde. Et qu'il fallait recevoir l'info avec tout le monde. Autrement dit, l'info exclusive menait le monde et menait le pouvoir. Et comme il parlait 5 langues, il était abonné aux journaux du monde entier. Il avait ses bureaux à côté de la poste. Il avait 2 heures d'avance sur les facteurs pour avoir les journaux. Il les traduisait et il envoyait les traductions au président de la République, au ministre et au grand patron. Et c'est comme ça qu'il en est arrivé à la publicité. Donc, et je me souviens d'ailleurs que Galbraith, le grand financier américain, disait l'info, c'est la monnaie de l'avenir. Regarde les chaînes d'infos, c'est à celles qui va, elles se détruisent, ça en devient ridicule, ça en devient une bataille de polichinelle. Mais aujourd'hui, on vit au rythme de l'info. Eh bien, la grande avancée de la publicité et de notre groupe, c'est que non seulement on est une agence de publicité, advertising Mais en anglais, mondial. mais on est une agence d'entertainment parce qu'on fait partie de Vivendi. À aujourd'hui, il y a 3 médias. Il y a le média de départ qui est la presse, qui existe depuis 180 ans. Tu as le média de la radio qui existe depuis une centaine d'années. Tu as le média de la télévision qui a commencé en 68. Premier film d'ailleurs, c'était un film d'Havas sur les écrans. Mais aujourd'hui, on est en train d'ouvrir de nouvelles terres de médias qui sont la vidéo avec Canal+, qui sont la musique avec Universal Music. Les 40 plus grands chanteurs et chanteuses du monde sont avec nous, avec les jeux vidéo, avec les livres, et avec la publicité. Et c'est ce que j'appelle l'advertisement, la contraction d'entertainment et d'advertising. C'est ça la grande révolution de la publicité. Alors, grande révolution ou pas, en tout cas, au début de votre carrière, les affiches comptaient beaucoup. Hein. Est-ce que les affiches, notamment de campagne politique, est-ce qu'elles ont toujours le même sens à l'heure des réseaux sociaux et des influenceurs? Et d'ailleurs, les influenceurs, c'est les nouveaux publicitaires ou pas? Non, les influenceurs sont des escrocs. Ouais. Parce que ils font croire que de par leur science infuse, leur qualité, leur promptitude, etc., ils servent les marques. Pas du tout. Ils se font payer par les marques pour faire de la publicité. Donc, tant qu'ils n'auront pas écrit publicité ici en grand sur leur t-shirt quand ils donnent un message, ils continueront à être des escrocs. Et d'ailleurs, ça se passe de plus en plus mal et les marques sont en train de se retirer parce que, justement, le problème de la publicité, le premier problème de la publicité, c'est la crédibilité. C'est de croire que quand on fait notre métier, on le fait jusqu'au bout, on s'engage. Et d'ailleurs, on est le seul métier au monde où le mensonge, la publicité mensongère est punie par la loi. On peut faire de la prison si on fait de la publicité mensongère. Si c'était vrai pour la presse, je ne sais pas comment ça se passerait. Et donc, quel regard vous portez sur l'omniprésence des réseaux sociaux dans la communication aujourd'hui? On a l'impression que si une marque ou un politicien n'est pas connecté sur les réseaux, il n'y a aucune visibilité. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce qu'il faut de la notoriété. C'est le début, c'est vrai pour les marques, c'est vrai pour les hommes. C'est faux parce que les annonceurs sont en train de se retirer de plus en plus des réseaux sociaux parce qu'ils se sont rendus compte dans leurs études que par capillarité, le fait d'être cerné par la fange des réseaux sociaux, par ce torrent d'horreur, de fake news, de pourriture, etc., rejaillissait sur leur propre image des marques. Donc, ils sont en train de retirer leur avion.
C'est d'ailleurs le grand patron mondial d'Unilever qui est le premier l'a fait, ou l'a retiré il y a 3 ou 4 ans, 200 millions de ses investissements à cause de ça. Et tant qu'on n'aura pas nettoyé les écuries d'Augias, ça ne marchera pas. Mais c'est un média fantastique, il faut simplement le filtrer. Les milliards qui se sont mis dans la poche là-bas de l'autre côté des États-Unis, de l'océan, ils devraient être utilisés justement avec l'intelligence artificielle à nettoyer ces écuries d'Augias qui deviendraient le plus beau média du monde. Alors, quand on voit votre carrière, on se dit que vous êtes attiré par le pouvoir et les puissants. C'est juste ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Donc j'ai eu la grande chance de côtoyer Mitterrand pendant 14 ans, puisque ça a duré 14 ans. Donc, évidemment, j'étais amoureux fou de lui. D'ailleurs, quand vous dites que je suis assez tendre avec moi. Amoureux fou de lui, au départ, vous n'êtes pas vraiment un homme de gauche. Non, mais moi, je suis désolé pour Macron, j'ai inventé bien avant lui le ni de droite ni de gauche. Ouais. Moi, je choisis l'homme qui peut apporter le plus à mon pays, à mes enfants, à mes petits-enfants. Et donc, depuis Mitterrand... Qui soit de droite. Alors, je ne veux pas sans les extrêmes. Pas d'extrême droite, pas d'extrême gauche. Mais après, entre la droite et la gauche, il y a tellement peu de... C'est vraiment le cœur de la chose. Après Mitterrand, qui sont le ou les présidents qui vous ont marqué? Ah, Sarkozy. Sarkozy? Sarkozy. Vous êtes proche de lui, Sarkozy. Puis, Mitterrand d'abord, Sarkozy après, et Macron. Parce que tout le monde lui tape dessus. Mais qui ferait mieux? Dis-moi un nom. Qui ferait mieux? Dis-moi un nom. Je sais pas. Lui, c'est pour ça qu'il a été réélu. Ouais. Alors oui, c'est pas parfait. Ouais. Mais comme les temps vont mal, ça sert à rien de lui taper dessus. Il faut se donner la main. Qui ferait mieux? C'est ça la question? Oui, qui ferait mieux? Personne. Mais personne. Bon, dans 3 ans, il est pas candidat. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne prouve pas aussi qu'on peut exister après l'Élysée et après un échec? Oui, quand on s'appelle Nicolas Sarkozy, parce que c'est de loin celui qui a le mieux réussi son après-présidence. Faut dire que son après-présidence, mais il a été battu. Il faut dire que Mitterrand et Chirac étaient arrivés en bout de force. Enfin, on ne peut pas dire que François Hollande... c'est vrai que Chirac, vous l'avez oublié, là. On ne peut pas dire que François Hollande rayonne internationalement comme le fait Sarkozy. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec lui, c'est ce qu'il voulait faire. Il avait très peur, parce qu'il a dit, mon seul métier, c'est la politique. Je ne sais pas si je vais trouver un métier. Et il a trouvé un métier, c'est justement le métier d'ex-président. Grâce à la femme que vous lui avez présentée? J'espère, oui, en tout cas. Comment s'est passé cette rencontre? Il ne s'est pas trompé de femme. Comment s'est passée cette rencontre? C'était presque un gag, parce que... Carla Bruni, hein? Oui. Sarkozy m'appelle, et me dit, écoute, ça ne va pas, viens me voir samedi quand on discute. J'arrive. Et il me dit, écoute, je ne tiendrai pas pendant 5 ans. On était 2 ou 3 mois après son élection, parce qu'il était célibataire, il était divorcé. Il dit, moi, si je fais venir une jeune femme dans l'Élysée, le lendemain matin, elle est dans tous les médias. Si je sors avec une jeune femme dans un hôtel, c'est pire que tout. Mais je ne vais pas pendant 5 ans rester là. Je travaille jusqu'à 9 h. À 10 h, je suis devant ma télé. À 11 h, je dors, et à 5 h du matin, je me lève pour travailler, je ne tiendrai pas 5 ans. Je dis, écoute, faisons des dîners, sors un peu en ville, voir des choses, etc. Il me dit, ok, organise-moi un dîner. Ah ouais. Et moi, j'ai pensé, comme lui, il adore les chansons, etc., j'ai dit, on va faire un dîner avec Carla Bruni, j'appelle Carla. Et pourquoi Carla Bruni? Parce que chanson, parce que sourire, parce que beauté. Bon. Et elle me dit, avec un homme... de droite, jamais, parce qu'elle est profondément de gauche, jamais. Bon, je lui dis, écoute, tu dis jamais, moi je te fais un pari. En 20 minutes, il te met dans sa poche. Et alors? Pardon? Je dis, c'est moi qui en 20 minutes, le mettrai dans sa poche. Je dis, écoute, on va faire un dîner de marrants, de copains, on va jouer à un jeu, quel est celui qui séduira l'autre, et puis on donnera des notes. Bon. Ça s'est passé comme ça, mais ça est devenu vrai. À l'Élysée? Au milieu, c'est devenu vrai. Il y a eu un coup de foudre. Il était où ce dîner? Il a eu lieu où, ce dîner? Chez moi. On était à Marne-la-Coquette. Et au milieu, le gag est devenu réalité. Est devenu un vrai. Moi, je l'ai vu, j'étais encore plus frais que lui. J'étais comme s'il était là. Je l'ai vu transpirer. J'ai presque vu cette tachycardie. J'ai vu qu'il perdait un peu ses éléments. Moi, j'avais amené la guitare de Carla. Je suis allé la chercher. J'ai dit à Carla, maintenant, c'est le moment de l'aubade. Toujours pour se marrer. Et elle lui a chanté à 30 cm. Et alors, elle lui a chanté une chanson, il a fondu. Histoire d'amour. Et ils sont plus heureux que jamais. Voilà. Et ils ont un enfant. Et c'est grâce à vous?
C'est pas grâce à moi. C'est pas moi, c'est grâce. Mais non, mais c'est grâce au sort. C'est le sort qui décide de tout ça. Moi, je dis, c'est pour rien. Macron, il y a du Mitterrand dans Macron ou pas? Oui. Hein? Oui, il y a du Mitterrand dans Macron parce qu'il y a quand même, il y a de la sagesse, il y a de la réflexion, il y a de la force et de la douceur. Même si la douceur n'est pas évidente, elle n'était pas chez Mitterrand, mais elle était vraie quand on le connaissait. C'est vrai lui aussi. Il y a beaucoup d'intelligences, mais différentes. L'une, c'est une intelligence quand même d'hier. C'est pas la même génération. Hein. C'est pas la même génération. Là, c'est une intelligence d'aujourd'hui et de demain. Mais il y a une grande différence, c'est que l'un est né dans la politique, a fait 20 ans de politique et s'est présenté 3 fois avant de décrocher à la timbale, et l'autre est arrivé trop jeune, trop fou, trop brillant, trop intelligent. Mais comme ça, on fait des jaloux. On fait ça des jaloux. Hein? Et moi, j'ai un regret parce que j'ai parlé plusieurs fois avec lui. Et je lui dis, quelle est la première décision que tu vas prendre quand tu vas être élu? Parce que attention, c'est un marqueur. Hein. Il m'a dit, je vais supprimer l'impôt sur la fortune. Je dis, stop, fais un cadeau aux pauvres. Et l'année d'après, tu feras un cadeau aux riches. Sinon, tu auras l'étiquette de président des riches. Et il a encore cette étiquette de président des riches. D'ailleurs, le projet de loi sur l'immigration, c'est le tournant du quinquennat, le rejet du projet de loi sur l'immigration avec la motion préalable de rejet. Moi, je crois qu'on en fait un peu trop sur le sujet. Ouais. Je pense que, heureusement qu'on a un Sénat, et le Sénat a quand même plus de jugeote que le reste des politiques, et que finalement, moi je suis incapable de juger bien les choses, mais de ce que j'écoute, de ce que j'entends, de ce que me disent les politiques qui m'en parlent, la version du Sénat est la bonne, et donc elle va passer. Non, mais pour Macron, est-ce que c'est un échec qui est un tournant du quinquennat quelque part? Non, c'est une gifle. Une gifle. D'ailleurs, ça a été le titre de tous les journaux. Ouais. C'est une gifle. C'est une gifle, c'est pas un chaos. On s'en remet d'une gifle quand on est président ou pas? Mais bien sûr. Ouais. Et comment on peut en sortir? Par un remaniement, dissolution? Peut-être, mais avant ça, je pense que le Sénat va mettre tout le monde d'accord. Je pense, j'espère, je prie Dieu pour. C'est vraiment pas le moment, quand on a un fou dangereux qui est en train de mettre le monde en feu, et là vous pensez à Poutine, de se battre pour une loi qui finalement est acceptée par 78% des Français. C'est les sondages qui disent ça. En tout cas, est-ce qu'il y a des personnages pour lesquels vous n'auriez pas pu faire de campagne de publicité? Oui, n'importe quel personnage qui est d'extrême droite ou d'extrême gauche. Le Pen? Non. Mélenchon? Non. Parce que Mélenchon, vous avez dû le connaître pendant les années Mitterrand. Mélenchon. Oui, je l'ai connu par les C'est pas le même homme. C'était pas le même. C'est pas le même. Il était génial d'ailleurs. C'est génial. C'est pas le même. Comment vous expliquez? Mais moi, j'ai refusé beaucoup de dictateurs dans le monde. Et Mélenchon, dictateur? Non. En herbe? Non, pas en herbe, mais en fin de carrière. En fin de carrière? Mais moi, j'ai été. Mélenchon, dictateur en fin de carrière. Moi, j'ai été approché par. Comment il s'appelait, le Libyen? Kadhafi. Ah bon. Qui m'a envoyé son ministre pour me dire, est-ce que vous êtes prêt à faire pendant 10 ans la communication de M. Kadhafi pour 1 million par an payé en Suisse? C'était quelle année, ça? Un an ou deux avant qu'il meure. C'est pendant les années Sarkozy, quoi. Pendant les années Sarkozy. Ouais. Mais je lui ai écrit une lettre pour lui dire, vous n'êtes pas ma tasse de thé. Zemmour. Non. Hein? Extrême. Violence. Ouais. Mais j'aimerais savoir quel regard vous portez sur l'évolution de Mélenchon. Quel regard vous portez sur lui? Mélenchon, pour le communicant que je suis, c'est une référence absolue. Quel talent! C'est le dernier grand tribun. Et je n'ose pas dire qu'il y a quelque chose de Mitterrand. Je suis désolé, il y a quelque chose de Mitterrand. Je ne veux surtout pas le traiter de fils de Mitterrand. Ce serait une insulte que je ferais à l'histoire. Parce que Mitterrand, aujourd'hui, il aurait sans doute pas les mêmes positions que Bien sûr, mais il y a quand même cette habileté et cette connaissance de la politique et ce poids des mots et la qualité du verbe, etc. Et puis, il y a une troisième victoire, il y a une troisième défaite. Non, il est à la deuxième ou à la troisième? Troisième. Hein? Troisième. Oui. Et il y a 2 défaites, et la seconde et la troisième est la défaite de trop. Voilà. Et donc c'est comme ces cinéastes
qui s'arrêtent de faire du cinéma parce qu'ils ont 80 ans, qui à 90 ans font un film et qui n'est pas le film qu'ils auraient fait il y a 20 ans et qui aurait eu tous les succès. Ce qu'on remarque aujourd'hui par rapport à Mélenchon, c'est ses prises de position par rapport à la guerre entre Israël et le Hamas. Mais on précise quand même les choses. Les massacres du Hamas du 7 octobre n'ont pas suffi à LFI pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Jean-Luc Mélenchon, il parle avec ses amis de génocide, de massacre de masse d'Israël à Gaza, de nettoyage ethnique. Et il fait même un parallèle entre Gaza et Guernica. Manuel Valls, que vous connaissez bien, qui est, je crois, un ami à vous, qui devrait faire un grand retour et qui devrait jouer un grand rôle. C'est le seul qui peut réunir. On va en parler, mais d'abord Mélenchon. Il accuse Mélenchon d'être antisémite. Il a raison ou pas? Oh, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je trouve ça pas au niveau de la France, pas au niveau de la République, pas au niveau du XXe siècle. Non, on est le 21e aujourd'hui. 21e. C'est un siècle de retard. Ouais. Pas au niveau du 21e. Qu'est-ce qui n'est pas au niveau? Ces accusations? Mais oui. Mais enfin, il n'est pas pensable que l'on n'arrive pas à s'unir sur une chose aussi simple. C'est-à-dire qui est de dire qu'il faut une immigration choisie, une immigration qui réussisse. Non, mais là, on parle d'Israël-Gaza. Mais Israël-Gaza, c'est une double monstruosité. Donc, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas guérir le mal par le mal. Et alors, vous avez participé à la campagne du Premier ministre israélien. Mais personne ne peut interdire à Israël de s'être mis en guerre. À un moment donné, il faut arrêter. Et alors, vous avez fait la campagne de Ehud Barak, Premier ministre israélien, en 99. 24 ans après, la guerre entre Israël et Hamas, est-ce que ce n'est pas aussi une guerre de communication? Oui, bien sûr. Et c'était une guerre de communication quand Ehud Barak a gagné contre Netanyahou, parce que c'était Netanyahou qui était le Premier ministre, c'est celui qui l'était, qui après il a perdu. Je me souviens d'ailleurs d'être allé voir Shimon Peres. Je lui parlais des sondages. Il m'a dit une phrase formidable, il m'a dit les sondages sont comme les parfums. Respirez-les, mais ne les buvez pas. J'ai fait la campagne avec Shimon Peres de Ehud Barak, qui était l'homme le plus gradé. Et ça a été à 2 doigts de marcher. Ça s'est passé à Camp David. Arafat se met d'accord avec lui pendant le dîner. Ils disent, mais demain matin au petit déjeuner, on va régler les choses. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. On sait a priori ce qui s'est passé. Arafat est passé par Paris. Et Chirac lui a dit, à ta place, je ne signerai pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que disent c'est vraiment la pire les acteurs de l'époque. C'est pour moi la pire des choses qui a été faite. Et donc, Israël-Gaza, guerre de communication? Oui, guerre de communication, mais guerre, à un moment donné, tragique. Tragique pour Israël et tragique, pas pour le Hamas, parce que c'est quand même insupportable de voir que des gens peuvent dériver de l'humanité. Tragique, vous dites, pour les Palestiniens. Tragique pour les Palestiniens. Donc il faut arriver quelque part, comment, à la paix. Oui, mais c'est une affaire maintenant de semaines, pour moi. Merci autant l'Ukraine, c'est une affaire de mois, peut-être pire, autant là, c'est une affaire de semaines. Merci en tout cas, Jacques Séguéla, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur ADJ. Merci. Et à dimanche prochain. Merci. À dimanche.